je suis très heureux, par délégation de mes deux autres collègues qui sont eux encore en fonction, Brigitte Baccaini et Serge Brentruc, de vous présenter vous résumer l'état des lieux et les conclusions de ce qui aura été mon dernier rapport au Conseil général de l'environnement et du développement durable sur la sensibilisation et la formation des élus à l'approche paysagère. Voilà. Et puis par ailleurs, je poursuis mon action, ma tentative de promouvoir le paysage comme une approche facilitatrice de la transition écologique dans le cadre d'un collectif qui s'appelle Paysage de l'après-pétrole. Allez sur le site, c'est très intéressant. Vous pourrez voir de quelle manière nous essayons de travailler à une soixantaine pour que cette approche ait l'attention qu'elle mérite de la part à la fois de nos élus, de nos concitoyens, y compris aussi des professionnels. Voilà. Quand on démarre une opération de ce genre-là, quand on démarre un rapport, on essaye de préciser ce qu'on entend par là. Le choix des termes est important et dans le titre du rapport, on a évidemment infléchi, comme il se doit, la lettre de mission qui était signée par Mme Pompili au début de l'année 2021 et on a parlé d'approche paysagère. Et pour nous, l'approche paysagère, c'est assez distinct du paysage. Donc l'approche paysagère, ce n'est pas le paysage, ce n'est pas tout à fait le paysage. Le paysage, c'est à la fois une méthode et un objectif, et un résultat. Et là, on va parler, nous, dans le rapport, d'une méthode de travail qui est fondée sur la lecture pour l'analyse partagée. Hein. Vous savez que le paysage, dans la définition européenne et française, c'est une partie du territoire telle que perçue par les populations. Donc, l'analyse partagée, pas un sachant qui va dire, voilà, le paysage, c'est ça et ça et ça. Des caractères donc, géographiques et historiques. Non, c'est la celle d'avant. Voilà. Donc, il faut surtout éviter que le paysage soit considéré en particulier les décideurs, par les personnes publiques, comme une politique supplémentaire qui viendrait après la biodiversité, après les risques naturels, après le logement, je ne sais quoi. Le représentant du Conseil régional a parfaitement indiqué le côté transversal de cette approche et le fait que cette approche permettait de mieux appréhender la biodiversité, les risques, les politiques publiques de différentes sortes, et même de les coordonner. Hein, la transversalité du paysage, c'est vraiment ça. Donc, approche paysagère. Deuxièmement, on nous avait demandé au départ la formation. Puis on s'est rendu compte que ce terme était extrêmement codé et que la formation, au sens strict des élus locaux, était très encadrée par les textes, notamment à la suite d'un certain nombre de dérives qui s'étaient faites dans les années 70-80 sur la formation servait à alimenter les caisses de certains partis politiques, et du tout bord d'ailleurs. Donc, c'était codé, c'était codifié, et je dirais qu'aujourd'hui, il y a une nécessité d'un agrément pour tout organisme qui voudrait former des élus. Les CAU en savent quelque chose. Et donc, en revanche, la sensibilisation, c'est-à-dire une première approche du paysage, les premières notions de cet élément, avec des exemples, etc., sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. Et donc, on s'est dit que pour 100 personnes sensibilisées, 10 allaient se former, peut-être 5. Et que c'était déjà pas mal, et qu'une sensibilisation de masse des 36 000 élus locaux, hein, je précise que la cible que nous avons, ce sont les maires et les présidents d'intercommunalité. Bien sûr, les régionaux et départementaux sont importants, mais il faut commencer par quelque chose, il faut commencer par ceux qui, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, sont à la manœuvre au concret pour notamment la planification, qui est une compétence éminente des communes et des intercommunalités de plus en plus. Suivant. Donc, pour ça, il fallait démarrer par quelque chose, et ce démarrage, je pense que c'est peut-être qu'on reviendra le temps passé, c'est qu'on a réalisé un état des lieux en vraie grandeur et savoir où on en était vraiment quant à la perception qu'ont aujourd'hui les maires et les présidents d'intercommunalité sur le paysage. Pour ça, on a eu quelques alliés, le CRMA nous a fait pas mal de méthodes là-dessus. Il y a eu l'Association des maires de France. Sans elle, on n'aurait rien pu faire. Il y a mis à disposition son fichier, et puis l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, qui a un service d'observation des territoires, l'Observatoire des territoires, nous a décortiqué les résultats. Donc, on a lancé une enquête.
via l'AMF. Et on a eu, on s'est pas mal démené pour que ça soit, c'était relayé par pas mal d'associations d'élus, pas seulement l'AMF, et on a eu la bonne surprise d'avoir quand même 1400 réponses exploitables. Alors vous direz que par rapport à 36 000, c'est peu, que peut-être il y a un biais d'interprétation, parce que ceux qui ont répondu étaient a priori les plus intéressés, c'est quand même représentatif, ça permet de faire de la statistique, et avec les précautions d'usage, en plus de ça, on a un échantillon qui est représentatif du trio commune rurale, commune urbaine, commune périurbaine. On est tombé pile dans le pourcentage national dans les réponses qu'on a. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ceux qui nous ont répondu le plus volontiers, alors peut-être qu'il y avait de la lassitude aux réponses au questionnaire chez les autres, ce sont les élus des deux derniers scrutins municipaux, 2014 et 2020. 3/4 des réponses. Et après, on a commencé à regarder le contenu. Il y avait une douzaine de questions pour que les gens se lassent pas trop vite, et les questions étaient généralement fermées et à choix multiples. Il y avait une dernière question qui était plus ouverte, mais à vrai dire, on n'en a pas énormément tiré d'enseignements parce que les gens se lâchaient un petit peu. Et bon, voilà, on avait un certain nombre de témoignages intéressants, mais sans plus. En revanche, on a complété ça par une quarantaine d'entretiens en tête-à-tête avec des élus. On a pu comme ça émailler notre état des lieux d'un certain nombre de vraies paroles d'élus locaux qui parfois sont extrêmement significatives. Tout ça est dans un rapport dont on a quelques exemplaires papier. J'en ai un que je laisserai à nos autres, mais tout ça est en ligne évidemment depuis juin dernier. Donc les élus voient d'abord dans le paysage, ce ne sera pas très étonnant, un cadre de vie agréable. Alors l'élu régional parlait du cadre de vie, 65% d'entre eux, les 2/3. Et en revanche, ils ne sont, et ça c'est très intéressant, que 8% à le considérer comme une question de sensibilité personnelle. Vous savez, les goûts et les couleurs. Le paysage, c'est beau, c'est pas beau. Si on n'est pas d'accord sur ce qui est beau et ce qui n'est pas beau, on arrête là. En fait, les élus locaux, comme responsables d'une communauté, identifient bien le paysage, non pas comme une question de goût et de couleur, mais comme une question de politique publique. Je pense que c'est ça le sens de cette faible réponse. Pour très peu d'entre eux, le paysage est un sujet, pour beaucoup d'entre eux, pour les 9/10, le paysage est un sujet qui mérite leur attention. Il y a même une élue qui nous a dit « le paysage, c'est moi ». Elle ne se prenait pas pour Louis XIV, mais elle disait simplement par là que ce n'était pas la question de son adjoint à la voirie, de son adjoint au logement, de son adjoint même à la planification et l'urbanisme, mais bien une affaire du maire, c'est-à-dire une compétence, stratégique. La stratégie municipale, la stratégie intercommunale était bien l'affaire du président de l'Interco ou du maire de la commune. Alors, en revanche, finalement, les élus ne considèrent pas que leur paysage se soit dégradé. Ça peut être logique puisqu'ils ont agi sur ce paysage. Néanmoins, il pourrait dire que le prédécesseur ou les prédécesseurs ont été très mauvais. Néanmoins, ils ressentent plus le paysage comme amélioré par rapport à la période précédente que dégradé. Il n'y a pas trop de sinistrose sur ce sujet, même si énormément de choses qu'on connaît bien qui pourraient nous faire penser le contraire. Autre suivant. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que le paysage pour les élus locaux? Cadre de vie agréable, j'en ai parlé. Alors, beaucoup de choses qui sont classiques dans la définition du paysage. La campagne, l'espace rural, le végétal, évidemment. Le végétal, ça, c'est beaucoup de gens réduisent le paysage au végétal. Le patrimoine. Mon prédécesseur à la tribune, à la parole, a beaucoup parlé de préservation, de conservation, etc. Historiquement, ce n'est pas faux, parce que les premières politiques publiques, c'était les peintres de Barbizon et la préservation des patrimoines de Fontainebleau. Bon. Néanmoins, cette préservation a la vie dure. Or, le paysage, c'est aussi quelque chose qui évolue, c'est aussi une dynamique. Le lien avec la biodiversité, ça c'est assez intéressant. Le lien avec la culture et l'identité, avec l'attractivité du territoire. En revanche, on a été un peu contrit de voir que 11% seulement considéraient le paysage comme un projet de territoire. Contrairement à ce qu'on a dit sur le fait que l'élu local voyait ça comme un élément stratégique
pour dessiner, orienter l'ensemble de ces politiques, il y a eu des gens qui ont dit que le paysage c'était eux, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis après, bon, on a un certain nombre d'éléments que vous voyez au tableau et qui ne méritent pas plus de commentaires que ça. La santé et le bien-être, on aurait aimé que ce soit un peu plus élevé. Diapo suivante. Alors, quelles compétences pensez-vous pouvoir solliciter pour répondre aux défis liés au paysage? Je n'ai pas mis toutes les réponses, il y a des questions évidemment, sinon ça nous aurait entraîné très loin, mais on a pris celles qui nous semblaient les plus significatives et surtout les plus guidantes pour ensuite les recommandations du rapport. Vous savez qu'un rapport, c'est des recommandations, au moins dans l'inspection générale. Donc, les services et agences de l'État et leurs responsables. Curieusement, l'État reste très présent. Ça nous a étonné parce que, bon, depuis quelques années, c'est quand même beaucoup moins évident, mais comme l'État reste le fameux apporteur des comment on appelle ça déjà, des portées à connaissance dans les documents d'urbanisme, les gens connaissent un peu l'État. Vous avez raison. Voilà, près du terrain, les inspecteurs des sites. Alors, bien juste après, là c'est très intéressant, les IAE. Bravo. Mais ça ne nous étonne pas vraiment parce qu'il y a vraiment une présence sur le territoire de ce réseau qui est tout à fait évidente. Et donc, c'est un confortement d'une position qui existe et dont je pense que personne ne doutait vraiment. Après, les propres services techniques des communes, et oui, les intercos, ils se sont bien comment dire, structurés. Des fois un peu trop parce qu'ils sont très compartimentés. Mais voilà, il y a les services techniques. L'élu local va d'abord voir son directeur général des services, son secrétaire général ou éventuellement des gens plus spécialisés. Bon, après les pédalistes concepteurs, désolé pour eux, ils sont un peu bas. Diapo suivante. Alors, quels sont les outils de politique publique du paysage qui sont connus? Les documents d'urbanisme, qui sont perçus par ceux qui ont répondu comme des instruments de politique paysagère. Ça, c'est intéressant. Charte de parc naturel régional, beaucoup plus que le nombre de parcs en France. Le parc en France, c'est 18% du territoire. Là, on a 37%. C'est pas mal. Les outils spécifiquement développés par le Bureau des paysages, mis à part les plans de paysage qui commencent à se développer pas mal, ne sont pas si connus que ça et c'est un peu curieux. Enfin, les observateurs photographiques, par exemple, 12%, c'est faible. Les atlas de paysage, outils de connaissance par excellence, c'est pas brillant. Bon. Après, il y a des outils qui sont souvent davantage connus par les maîtres d'œuvre que par les maîtres d'œuvre. Diapo suivante. Alors là, ça nous a beaucoup plu, évidemment. Ressentez-vous le besoin de renforcer vos compétences et de connaissances sur le paysage? Là, c'est bien parce que on est à 4/5 de l'échantillon. Certes, les plus motivés, ceux qui ont répondu. Enfin, on est quand même à 4/5 de l'échantillon, et d'accord, peut-être, sûrement, pour être sensibilisé au paysage. On a un vivier potentiel, même si c'est que 80% des 1500 qui ont répondu. Après, ça fait boule de neige. Suivant. Alors, quel type de sensibilisation? Essayer de ne pas proposer des choses qui seraient tout à fait rejetées immédiatement. Bon, le terrain. Vraiment. L'élu local, c'est quelqu'un qui a le pied dans sa commune, dans son interco, et qui la connaît, et qui est demandeur d'une visite commentée, d'une visite par un homme de l'art, par une femme de l'art, des parcours collectifs, des lectures, et puis la visite des territoires, pas trop loin, voisins engagés dans une démarche. On verra tout à l'heure si ça correspond à l'expérience qu'a eu le CLE de la Gironde quand il a fait sa session de formation. Après, tout ce qui est plus classique, les conférences, les manuels, les guides pratiques, ça, c'est moins important. Même si on sait qu'il y a une très forte publication qui est faite, en particulier par les CLE. Bon, suivant. Quelles sont les thématiques sur lesquelles vous souhaitez être formé? Alors là, on a fait exprès de mettre le paysage et autre chose. Je vous dis tout à l'heure que notre vision, c'est l'approche paysagère, ce n'est pas le paysage en tant que tel. Alors, les patrimoines bâtis culturels naturels, classiques, c'est un truc à préserver.
mais aussi la biodiversité, qui vient bien là-dessus. Et ça correspond à la politique de la région qui a été exposée tout à l'heure. Ça, c'est très intéressant. Parce que très souvent, on a tendance à opposer les deux, et il y a quand même une très belle complémentarité. L'agriculture et la forêt, ben oui, c'est assez intéressant comme positionnement. En revanche, on est très surpris par le fait que l'énergie, le lien paysage-énergie est relativement bas, alors même qu'on a quand même, on connaît tous les polémiques actuelles. Et encore plus en l'été 2021, c'était le grand été de Stéphane Bern. Les friches, les points noirs, l'espace périphérique, alors qu'on est dans la politique de artificialisation nette, là aussi, il y a quelque chose à faire. Voilà, ça, c'est les résultats. Suivant. Donc, à partir des résultats, on recommande des choses. Et on recommande ce qu'on nous a passé comme commande, c'est-à-dire un plan d'action national sur cette sensibilisation au paysage. Et moyennant les constats qu'on a faits et les regrets qu'on a eus dans ces constats, mais ces constats sont là, on s'appuie dessus. Il faut néanmoins qu'on oriente le contenu de ce plan de sensibilisation vers ce qui nous paraît un petit peu faible dans la conscience et dans l'appréciation de l'échantillon qui a répondu. Et donc, on recommande de porter prioritairement l'effort de sensibilisation sur le lien paysage-projet de territoire, sur le côté fédératif, sur le côté stratégique du paysage, la connaissance des outils et des ressources spécifiques dans le domaine du paysage. Ça veut dire qu'on les laisse des variétures. Hein, s'ils ne sont pas connus, c'est aussi peut-être parce qu'ils méritaient de ne pas l'être autant. Et je sais que le Bureau des paysages actuellement réfléchit fortement à une réforme des atlas de paysage pour les rendre plus opérationnels. Donc il y a des choses qui vont bouger, mais il faut que ça bouge. Il faut que de toute façon que la sensibilisation mette l'accent sur ces outils. Les corrélations établies à renforcer entre le paysage et la politique énergétique, quand même, climatique. Paysage et requalification des friches et des périphéries urbaines, ça correspond à ce qu'on a constaté comme qui nous permet l'insuffisance suivante. Deuxième recommandation, c'est la recommandation un peu charnière du rapport, celle qui va donner le ton finalement à ce plan. Ce plan, il est certes indiqué comme national, mais les choses descendantes, on a eu trop tendance à en abuser, à proclamer national quelque chose qui était de la pure communication. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est que soit engagé, on a préconisé, dans l'écriture, la négociation, la signature, avec l'AMF, l'Association des maires de France, peut-être les autres associations d'élus si elles le souhaitent, notamment les intercommunautés de France, la Fédération nationale des CAUE, dont on a vu le bon positionnement, élément connu par les élus sur le paysage, et l'État, bien sûr, une convention cadre sur la sensibilisation. Cette convention cadre est une convention qui doit simplement donner une impulsion, une visibilité nationale, une évaluation éventuellement de ce qui remonte après, mais qui doit laisser au territoire, c'est-à-dire finalement une espèce de binôme idéal entre l'association locale des maires, l'association départementale des maires, le CAUE du département, presque partout, ceux qui n'en ont pas devraient en avoir. Ici, ça va, en Nouvelle-Aquitaine, je crois que tout le monde est pour nous. Donc, ça prévoirait de mobiliser les réseaux locaux pour la fourniture de modules, de sessions, de bons exemples, de bonnes pratiques suivantes. Et bon, donc, parmi les bonnes pratiques, il y a comme les réseaux existants qui fonctionnent bien et qui ont des pratiques paysagères dignes d'être montrées aux autres. Le réseau des grands sites de France, ce n'est pas que les sites protégés, même si ces sites protégés sont des sites évolutifs éminemment dynamiques. La Fédération des parcs naturels régionaux, dans les parcs, il se passe des choses intéressantes avec des équipes et avec des bons exemples. La Fédération des agences d'urbanisme, qui a développé, parce que les urbanisations sont de plus en plus vastes, donc elles englobent des portions de territoire qui ne sont pas simplement des portions bâties. Voilà, il faut que là-dessus, les bons exemples soient tirés de ces réseaux, et on demande à ces réseaux de participer à cet effort de sensibilisation. Quatrièmement, c'est un. Non, bah, décidément. Je sais qu'il me reste peu de temps, mais. Voilà, voilà c'était un moyen. Non, mais bon, on a identifié deux diplômes nationaux de formation, cette fois-ci pas de sensibilisation. Ils sont là. On demande au national de faire affaire avec eux
un certain nombre d'élus, de petits nombres forcément, parce que je crois que l'Académie des territoires, c'est 30 personnes formées par an, avec un diplôme à la clé. Bon, suivant. Important, on a fait un pas de côté par rapport à la commande. La commande, c'était la sensibilisation des élus. Et compte tenu des réponses, vous vous souvenez, la troisième compétence en nombre, mais très proche des autres, après l'État et les CAUE, c'était les services techniques des communes. Et dans ces services techniques, on a identifié quelquefois des compétences paysagères pointues qui sont là pour le coup, juste à côté de l'élu local, au quotidien, dans le bureau voisin quelquefois, et certains élus prennent l'avis tout de suite de personnes compétentes en paysage, pas forcément des paysagistes, mais il y en a quand même quelques-uns. C'est souvent le cas beaucoup plus sur les interpros que sur les communes. Et on s'est dit qu'il fallait que la fonction publique territoriale, notamment ces niveaux les plus élevés, bénéficie d'une sensibilisation, parce que c'est la clé d'une sorte de formation continue de l'élu local sur le sujet du paysage. Donc, CDSPT, etc. Suivant. Et on a dit que, bon, il n'est pas forcément nécessité d'avoir un paysagiste à temps plein dans la structure technique de la commune ou de la TERCO, mais qu'il pouvait y avoir le système des paysagistes conseils de l'État qui pouvait être transposé à des systèmes intercommunaux ou communaux. On a un paysagiste conseil, par exemple, à Versailles Grand Parc, qui est parfaitement intégré, qui travaille avec les services et qui travaille en communion presque avec le maire. Il est très sensibilisé au paysage à Versailles, évidemment. Ça aide un peu. Voilà. Puis on s'est dit aussi qu'il fallait renforcer la couverture du territoire par des écoles de formation. On en a une à Bordeaux, on en a une à Lille. On chercherait vainement une école dans le Grand Est. On a une à Marseille parce que c'est une antenne de Versailles. Bon. Et que là-dessus, on trouvait un certain nombre d'éléments très intéressants, de bons exemples, de bonnes pratiques, et en particulier d'étudiants en paysage qui vont auprès des élus locaux et qui sont extrêmement appréciés quand ils font ce travail de naïveté finalement dans le territoire qu'ils parcourent. Suivant, presque fini. Recommandations des GLM. Bon, là c'est de la technique administrative, hein, le chef de mission, un peu de moyens, tout ça. Ça c'est les 8 et les 10. La 9, elle vous concerne directement. Il y a 4 régions en France, à ma connaissance, qui sont dotées d'un réseau tel que le vôtre. Il y a les Occitans, historiquement, Midi-Pyrénées, c'est les premiers. Il y a vous autres. Il y a Auvergne-Rhône-Alpes, très dynamique, y compris pendant la pandémie, les webinaires en pagaille, etc. Hauts-de-France, très souvent, c'est voilà, la chef de projet vient d'être remplacée à l'Adréal, donc ça va continuer. Chef de projet à département de Bretagne, mais il se passe aussi des choses intéressantes avec la région de Bretagne, notamment une plateforme d'observatoire photographique qui s'appelle Hotbrains. Voilà, donc écoutez, je fais une dernière diapo. Qui est un synoptique du plan d'action, si vous n'avez pas le temps, vous me disiez ça. C'est un peu compliqué, un peu techno, mais ce qui est surtout important, c'est que faut commencer à lire par le bas. Hein, sinon, on est dans le descendant, dans l'état qui. Voilà. Évidemment, je ne sais pas, ça me fait beaucoup. Je ne sais pas comment ne pas répondre. Bien, voilà, donc, je ne sais pas si on a le temps de quelques questions. Mais moi, j'en ai fini. Je vous remercie pour vous. Oui, lisez ça par le bas. Les élus, leurs services techniques. C'est pas vrai, ils s'obstinent. Bon, les élus, leurs services techniques, on remonte, et il y a le binôme CAUE, Association des maires, on remonte aux réseaux régionaux et aux apporteurs de bons exemples. On remonte aux réseaux régionaux, aux apporteurs de bons exemples, la bancarisation de ces bons exemples, aux écoles, etc. Et on arrive au niveau national qui donne l'impulsion et qui après regarde ce qui s'est passé. Bon. Voilà. Comme il est très obstiné, il va peut-être recommencer. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je crois qu'on arrive à la dernière diapo, ça. Non, voilà, c'est ça. Donc, merci à tous et puis à votre disposition pour commenter maintenant, plus tard, dans le cours de la journée. Et donc, la parole circule, comment
Peut-être pas. Bonjour, Élodie Bouillon, directrice du CLE de la Gironde. Donc, on a eu l'occasion de rencontrer M. Thibault, grand bonheur pour cette enquête à l'époque, en cours. Je voulais profiter rebondir par rapport à des points que vous avez abordés et vous parlez de quelques actus. Alors, CLE Gironde, mais pas que, en fait, de plusieurs CLE. Déjà vous dire qu'on accueille, vous parliez de paysage et énergie, donc à partir du 7 novembre, ici, une expo sur paysage et énergie, c'est-à-dire les énergies d'hier d'aujourd'hui façonnent le paysage de demain. Voilà, avec une conférence, s'il n'était pas le 8 novembre, le mardi, qui va présenter un documentaire assez décapant, qui s'appelle « La face cachée des énergies vertes ». Je vous invite à, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à venir. Ça s'adresse aux élus, aux professionnels, au grand public. Et ça m'a fait un peu changer d'avis sur la question depuis que j'ai lu. Vous dire aussi qu'on lance aujourd'hui une appli qui s'appelle Archistoire sur le paysage, donc c'est une appli numérique, et qu'on a un projet avec notamment le CIE 47, Nathalie Mirard est présent, le CIE 31 et 82 autour de la Garonne, pour montrer à voir, là, c'est-à-dire la Garonne raconte les paysages et les paysages racontent le fleuve. Donc, on a cette dynamique sur 5-6 ans. Et aujourd'hui, donc, vous pouvez télécharger, en tout cas, Archistoire sur le store. Vous avez le Gironde, mais il y en a bien d'autres dans d'autres CIE. Voilà. Ensuite, le groupe de travail fédération des CIE, effectivement, il est engagé. Donc, je pense qu'on sera assez nombreux, dont nous, assez moteurs dedans, puisqu'on vient de tester un cycle de formation qui sera tout à l'heure présenté. Et puis, pendant que j'ai le micro, puis après je le lâche, sachez aussi qu'on monte un cycle de conférences, enfin c'est l'école du paysage qui est présente aujourd'hui, qui est venue nous voir pour construire un cycle de conférences paysage, portrait de, comment dire, des différents métiers, façon d'exercer, qui a commencé là, qu'on accueille déjà et qu'on va prolonger en 2023. Donc, en l'occurrence, ce que je voulais dire aussi, c'est que finalement, les CIE, je pense qu'on est une belle porte d'entrée pour le paysage qui n'a pas son lieu, comme peuvent l'avoir un 308 ici, ou voilà, des bâtiments emblématiques ou des lieux de rencontre pour les architectes. Et que finalement, les CIE peuvent, en tout cas, nous, c'est notre souhait ici, que le CIE vous accueille et soit un peu le lieu du paysage localement, et avec mes collègues CIE, bien sûr. Voilà, j'ai fait très vite, je prends le micro. J'ai juste une chose que j'ai oublié de vous dire, cette fameuse convention cadre nationale, je sais qu'elle a fait l'objet, pas plus tard que lundi, d'une réunion au niveau national, entre la Fédé des CIE et le Bureau des paysages, et que le national a très bon espoir qu'elle puisse être conclue en présence éventuellement du ministre, pour ne pas faire de mal, avant la fin de l'année. Donc, très souvent, les gens qui ont écrit un rapport disent toujours « Oh, on a fait la recommandation. » Là, il semble que ces recommandations puissent être suivies des faits. Donc, on est content. Je parle au nom de mes deux autres collègues. Oui, Alexandre Brasset, donc de l'ENSAP Bordeaux. Juste pour préciser une petite chose, Élodie. Donc, ce que tu évoquais concernant les conférences mises en place avec l'école, c'est une idée qui a émergé de la Fédération française du paysage, et puis une collaboration entre la Fédé, l'ENSAP et du coup le CAUE, et qui met en place en fait le dispositif expérience de paysage, qui fait témoigner différents acteurs, notamment les professionnels, les paysagistes, sur leur expérience et leur expérience professionnelle en matière de paysage et de nature. Donc, le CLB soit participant. Dans le micro. D'autres questions? Intervention, oui. Je peux parler fort? Pour la... Bonjour. Un, deux, ça marche. Bon. Oui, bonjour, Zaki Stéphane, chargé de mission
service de transition écologique et territoire au Conseil régional. Vous avez partiellement répondu à la question que je me posais sur. Vous avez donc aussi vous avez partiellement répondu déjà, mais jusqu'à quel point les recommandations que vous avez faites sont déjà datent de quand? Et la mise en œuvre de ces recommandations, oui. À quelle échéance on peut espérer la mise en œuvre effective de ces recommandations? Vous avez parlé de l'écho positif du ministère, mais du ministre, pardon, par rapport à la convention. Et pour le reste, vous avez des grands espoirs? Dans le rapport a été remis en avril. En avril, Madame Poupili nous a fait une belle lettre de félicitations en disant qu'elle allait mettre en œuvre les recommandations, évidemment. Bon, on pourrait dire c'est fichu, on est mal tombé, voilà. Mais néanmoins, les signaux que nous avons, y compris les signaux, alors sous le contrôle d'Esther Zovor du Bureau des paysages qui est avec nous en ligne, qui a peut-être parlé, je ne sais pas, elle a mis son micro, on a un espoir véritablement que l'élément le plus emblématique et le plus structurant de ce rapport de cette convention cadre nationale, le signal que l'on donne au terrain, puisse être rapidement mis en œuvre et conclu. Donc, on a bon espoir que 2023 soit une année de mise en œuvre. Mais je laisse peut-être Esther compléter. Je ne sais pas si elle peut intervenir. Je ne suis pas sûre que j'ai le son. Vous Si, m'entendez? c'est bon, oui. Oui. Oui, On vous entend. oui, ça, voilà. Parce que j'ai un problème de On son vous entend, Esther. parfois. Merci Jean-Pierre pour cette évocation de votre travail qui nous est vraiment très utile. Donc, en effet, on a rencontré déjà à plusieurs reprises autant l'AMF que la FNCAE, donc l'Association des maires de France et la Fédération des CAE. Et donc, on a pu évoquer, bien sûr, point de vue intention, les deux structures étaient très, très partantes. Et point de vue structuration des questions techniques et tout ça, on a vraiment bien avancé également. Donc, en effet, je confirme que le projet de convention est presque abouti, hein. On a une version complétée, amendée des trois côtés. Et en fait, on espère du coup passer à peu près 6 à 9 mois à conforter, voilà, de monter le projet, hein, parce qu'en effet, il faut qu'on arrive à organiser un déploiement sur tous les territoires et que dès septembre 2023, on pourrait en effet mettre en place des formations dans ce cadre, valoriser mieux des formations existantes et voilà, les restructurer par ce filtre que le rapport nous a préconisé. Donc effectivement, on souhaite être dans l'opérationnel d'ici 6 à 9 mois. Merci. C'est un peu ça vers quoi la question s'orientait? Oui. Merci. Il y a des questions par chat? Non, on n'a pas de questions par chat. Il y a une question dans la salle. Pardon. Oui, Caroline Bigot, paysagiste conseil de l'État, enseignante à l'école d'architecture et paysage de Lille. J'ai envie de jouer un petit peu les troubles faits. Évidemment, on ne peut pas être contre les propositions qui sont faites par ce rapport. Je m'inquiète juste un petit peu d'une sorte d'euphémisation avec des termes qui sont peut-être liés à des questions de vocabulaire administratif. Tu as expliqué pourquoi c'était le mot sensibilisation plutôt que formation qui a été utilisé. Je ne sais pas s'il y a les mêmes raisons qui ont conduit à utiliser plutôt l'approche paysagère à la démarche paysagère. Disons que dans ces mots-là, je vois légèrement des mots un petit peu plus actifs, proactifs. Je suis très surprise
que je ne sais plus combien de pourcentage d'élus qui trouvent qu'il y a une amélioration du cadre de vie. Je ne sais pas dans quelle commune, dans la mienne, je pense que j'aurais du mal à trouver des améliorations. J'avais trouvé. Voilà, je trouve qu'on n'est pas assez actif, on ne va pas assez vite, et je suis beaucoup plus inquiète. Enfin, moi, j'ai vécu toute ma vie et bientôt plus de 35, 40 ans d'exercice professionnel à penser qu'on améliorait les choses. Je ne suis pas sûre que je vais pouvoir faire un constat que c'est si vrai que ça. Et je m'inquiète de m'apercevoir que depuis avant ma naissance, beaucoup de signaux d'alerte ont été agités et que nous continuons de penser qu'il faut prendre le temps de faire passer des messages gentiment. Oui, ce qu'on a fait, c'est une photographie d'un état d'esprit, d'une manière dont les élus pensent les choses. Encore une fois, pas tous, 1400, bon, c'est pas si mal, ça n'a jamais été fait. Ils sont des sondages pour l'ensemble de la population, je crois qu'il y en avait qui était en 1988. Et en 1988, dans l'état de l'environnement, il y avait une question sur le paysage, dégradé, amélioré. Là, on était plutôt dans le dégradé. Et c'était tout le monde, et pas simplement les élus locaux. Là, les élus locaux pensent ça. C'est un fait. Que ça soit vrai, pas vrai, comment est-ce qu'on peut l'évaluer, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a, de la part de ceux qui nous ont répondu, un intérêt pour le sujet et une appétence pour faire des choses. Et une recherche une impatience aussi peut-être, parce que comme 4/5 qui disent on va peut-être ou sûrement se former, et seulement 10% qui disent j'ai pas le temps, c'est pas mal. Verre à moitié plein, verre à moitié vide. Approche, démarche, projet. Ce qui est certain, c'est qu'il faut éviter de faire du paysage une politique de plus. On pourrait vite appeler une couche de plus. Vous nous avez infligé la biodiversité, vous nous parlez du climat, et maintenant, pour aider les élus locaux, il faut en plus faire le paysage. Non, le paysage, c'est une manière de faciliter l'approche des autres politiques, parce que tout le monde a une opinion sur le paysage, et les opinions agglutinées, agglomérées, font une politique publique. Et cette politique publique, elle permet ensuite, assez rapidement d'ailleurs, d'aller vers la biodiversité, vers la transition énergétique, pas simplement en s'opposant aux différentes babioles qu'on nous met sur le territoire, quelquefois dans le plus parfait désordre et la plus parfaite irréflexion, ce qui nous pose des problèmes aujourd'hui. Et à force de mettre des choses sur le paysage, on a mis les châteaux d'eau, on a mis les lignes à haute tension, on a mis les zones d'activité, on a mis les lotissements. Le goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est peut-être les artefacts d'énergie renouvelable. Bon. Donc, partir du paysage, partir de cette méthode consistant à donner la parole à tout le monde, à faire quelque chose de transversal, et pas simplement des politiques sectorielles mises les unes à côté des autres sur le territoire. Hein, le lotissement, la rocade, le mur anti-bruit. Bon, réussir à faciliter l'appropriation par les citoyens d'une notion partagée de beauté des lieux, d'harmonie des territoires, c'est peut-être plus appétant que de leur parler de la catastrophe annoncée, de l'extinction massive des espèces. Et le paysage, le soin apporté au paysage, la méthode paysagère va sans doute permettre de renforcer la biodiversité et de contrecarrer cette tendance à la disparition de pas mal d'espèces. On va faire des haies, on va faire des arbres de plein champ, par exemple. C'est aussi faire des corridors écologiques. Donc, pessimisme de l'analyse, optimisme de la volonté. Non. Ah, c'est bon. Bonjour, Julia James de l'Association Climatologie de la Moyenne-Garonne. Je suis chargée d'études en sociologie. Et nous, à notre échelle, on mène des enquêtes sociaux auprès des acteurs, agriculteurs et élus locaux pour connaître les leviers d'action qu'on peut actionner pour s'adapter au changement climatique, quelles sont les perceptions du paysage et comment agir.
et surtout comment communiquer auprès des élus aussi pour voir en fait, quels sont les mots à utiliser. Par exemple, on sait que la moitié d'entre eux, sur ceux qu'on a interviewés, trouvent que le mot changement climatique est très imprécis par rapport à ce qu'il est. Et il y a quelque chose aujourd'hui qui m'interpelle, et comme vous n'avez pas tout présenté, peut-être que vous allez pouvoir me répondre. Est-ce que dans vos questions, comme ils étaient à choix multiples, vous avez à un moment donné mentionné le changement climatique? Parce que nous avons mené des enquêtes en 2021 aussi. On a eu 70 réponses, mais attention, c'est à l'échelle du Lot-et-Garonne. Donc, proportionnellement, ça va. Et ce n'était quasiment que des questions ouvertes par choix. C'est un traitement beaucoup plus long, mais nous, ce qu'on voulait, c'était saisir la sensibilité de la personne. Et beaucoup ont relié le paysage au changement climatique, ou du moins à la notion du changement climatique liée à l'eau. Donc, érosion, inondation, et bien sûr, de là, on découle une notion du changement climatique. Alors, ils n'ont pas parlé de changement climatique à chaque fois, parce que pour eux, ce n'est pas représentatif, et ils ont plutôt donné un nom spécifique. Risque, érosion, inondation. Est-ce que vous avez travaillé cette notion à un moment donné ou pas? Alors, je n'ai pas tout en tête, mais je vois tout sous les yeux. On a deux questions importantes du questionnaire qui parlaient de ça, spécifiquement, explicitement. Changement climatique. D'abord, qu'évoque pour vous le mot paysage? Et on avait, parmi les trois réponses possibles, la réponse adaptation au changement climatique. 7%. Et par ailleurs, on avait quels sont les défis auxquels vous allez être confrontés en termes d'opération, de démarche d'aménagement au cours des prochains mandats. Question 8 du questionnaire. Et là, on avait adaptation au changement climatique. Là, on a eu, là, il n'y avait pas de limite au nombre de réponses possibles. On a eu 27%. Un peu mieux. C'est pas en tête. C'est pas en tête. Les défis, le premier défi cité dans cette question, c'est la planification urbaine. C'était avant le ZAN. Juste avant. Après, on avait classiquement les aménagements de places, de rues, d'espaces publics, qui sont quand même le quotidien des élus locaux. On avait l'évolution de l'espace et des activités agricoles, qui était évidemment plus représentée par les communes rurales. Donc, on a, en ligne, on a aussi la totalité des réponses au questionnaire, y compris le tri par typologie d'espace, rural, urbain, périurbain. Donc, allez voir sur le site ça s'appelle maintenant l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, tout ça est figuré. Mais voilà, et parmi les recommandations qu'on a faites, il y a quand même de renforcer cette sensibilisation au lien paysage-changement climatique. Ça me paraît une évidence. Merci. Une ultime, non mais c'est derrière, tu n'en trouves pas une question, c'est plutôt une réaction, parce que ce que vient de dire Jean-Pierre Thibault, il a presque explicité de lui-même. Je pense qu'il n'y aura pas de réelle sensibilisation efficace des élus si on n'associe pas la question à cette question, on n'associe pas la question de la participation citoyenne à la participation des habitants. C'est-à-dire que la question à se poser, c'est comment on embarque tout le monde dans le même bateau. Bien sûr qu'il faut en passer par une phase soit de sensibilisation, soit de formation, mais ça pose la question de comment on s'attaque aux représentations et à la manière dont les gens vivent leur territoire. Et je pense que ce sera du coup beaucoup plus facile d'avoir des accords, des consensus sur le paysage qu'on veut vivre au quotidien. Voilà. Et l'élu, après, du coup, sera conforté dans la politique qu'il peut mener au travers de différents outils, notamment les documents d'urbanisme. Voilà. Question numéro 11. Oui, Nathalie Marche, 47. Question 11. Quelles sont vos sources de connaissances sur le paysage de votre territoire? Premièrement, connaissance personnelle du territoire. Quand même. Mais deuxièmement, 46%, presque la moitié, témoignages recueillis par votre population. Une conscience réelle des élus que la manière d'identifier un paysage et les défis à relever, c'est aussi d'aller voir les gens, d'aller voir leur administré. Merci beaucoup, Jean-Pierre.